J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Le droit et le travers. Lise Goutman. Radio J. Il s'agit plus souvent d'un plan coordonné visant à détruire les fondements essentiels de la vie des groupes nationaux, de sorte que ces groupes s'étiolent et meurent comme des plantes qui ont souffert d'un fléau. Ce but peut être atteint par la désintégration forcée des institutions politiques et sociales, de la culture du peuple, de sa langue, de ses sentiments nationaux et de sa religion. Elle peut être réalisée en supprimant toute base de sécurité personnelle, de liberté, de santé et de dignité. Lorsque ces moyens échouent, la mitrailleuse peut toujours être utilisée en dernier recours. Le génocide est dirigé contre un groupe national en tant qu'entité et l'attaque contre les individus n'est que secondaire par rapport à l'anéantissement du groupe national auquel ils appartiennent. Je viens de lire un extrait du livre de Raphaël Lemkin, Qu'est-ce qu'un génocide, paru aux éditions Les Belles Lettres. Le choix d'évoquer ce livre a été réalisé par maître Nathanaël Meister, qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous ce matin. Nathanaël Meister, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes l'avocat, entre autres, de famille franco-israélienne dans l'affaire du 7 octobre et donc vous êtes particulièrement sensible à la question des accusations de génocide. Est-ce pour cela que ce livre de Raphaël Lemkin vous a parlé ? Comme le disait l'intervenant précédent à votre micro, qui je crois est un syndicaliste étudiant. Il est le président de l'UEJF. Le mot génocide fait l'objet maintenant d'une utilisation très large, systématique, à des fins de propagande politique, au point même qu'on est arrivé aujourd'hui à ce qu'il devienne synonyme d'Israël, voire même synonyme des Juifs, et en tout cas complètement synonyme du projet sioniste. On serait arrivé à une sorte d'entité ontologiquement génocidaire que serait Israël. Et donc on peut s'interroger sur ce que c'est que ce terme de génocide, comment a-t-il surgi dans le débat public et juridique, quel est son sens juridique. Et pour ça, on a trouvé utile de revenir aux sources, grâce d'ailleurs à l'édition que viennent de faire les éditions des Belles Lettres, sous la direction de Jean-Claude Zilberstein, qui dirige une collection remarquable là-bas, qui lui-même est avocat, et qui a trouvé utile de faire traduire pour la première fois en France le livre du fondateur, de l'inventeur, pardon. De l'inventeur du concept. Mais c'est du néologisme, du mot même de génocide. Et qui s'appelait Raphaël Lemkin, sur lequel on peut dire quelques mots. Alors qui était-il, justement ? Alors déjà, peut-être génocide. Génocide, ça vient de génos, qui veut dire la tribu, oui, le peuple, ou aussi bien la race. Et cide, qui veut dire donc tuer. Donc il s'agit de réunir dans ce mot un peu étrange, un peu curieux, ce qu'est le meurtre, ou l'intention du meurtre, d'un peuple, d'une tribu ou d'une race. Et Raphaël Lemkin est un garçon très intéressant, dont on peut se sentir, quand on est avocat juif, d'origine polonaise comme moi, très proche, oui. Parce qu'il est né en 1900 en Pologne, à la frontière russe, ce qui est actuellement la Biélorussie, donc cette partie orientale de la Pologne. C'était un vrai choucheim, comme on dit chez nous, intelligent, qui a parlé 9 langues très rapidement, qui a pu apprendre le suédois en quelques mois, quand il a été question de quitter la Pologne, qui a fait des études de philosophie, puis qui très vite a été attiré par les études de droit, au point qu'il est devenu, en 1929, procureur adjoint à Varsovie. Donc c'était un magistrat polonais, ce qui est très intéressant. Et sa vie de jeune a été marquée par, évidemment, les politiques anti-juives du régime tsariste. L'antisémitisme déjà très présent là-bas. Très présent, et qui était organisé par le régime tsariste et qui s'est poursuivi comme si ne s'était rien passé
après les révolutions de 1905 et de 1917. Il a été très marqué par l'extermination des Arméniens organisée par les Turcs en 1915, 1,5 million de morts. Qui ont fait l'objet d'un vrai génocide, on peut le dire. Génocide, 1,5 million de morts, et puis qui n'a pas trouvé d'issue juridique, jamais. Donc son sens, disons, du droit et de la justice a été marqué à cette occasion. Et puis, à la fin des années 29-30, donc quand il était procureur, il a pu assister, de par sa position géographique et ses origines, à ce qu'a été, pour lui, le premier grand génocide du XXe siècle, après celui des Arméniens, mais c'est le génocide commis en Ukraine par la Russie. Et là, ça nous renvoie on ne le à sait une pas actualité brûlante. Et là, il a pour la première fois théorisé ce que pouvait être un processus génocidaire, c'est-à-dire une attaque synchronisée mais par phase, par stade, et sur différents terrains. C'est ce qui a donné lieu à sa première conceptualisation du génocide, je pense, le génocide en Ukraine. Alors, il a d'abord noté qu'il y avait en premier lieu, déterminé par Staline, une attaque sur les milieux intellectuels de l'Ukraine, avec 75% des intellectuels, c'est-à-dire professeurs, écrivains, profession libérale, avocats, professeurs d'université, 75% qui ont été décimés. On note par exemple que pour la seule année 1931, 51 000 intellectuels, professeurs, enseignants ont été déportés en Sibérie, en Ukraine. Et c'est intéressant parce qu'ils voyaient là justement une sorte d'attaque moléculaire contre l'élite d'un pays destiné à sabrer ses fondements moraux, parce que l'élite intellectuelle joue un rôle théorisé comme essentiel dans la fierté même qu'un peuple peut avoir de lui-même, et qui s'est ensuite accompagné d'une persécution du clergé ukrainien, à qui on a ordonné de se rallier au clergé russe, puisque le clergé ukrainien fait allégeance à la Grèce, au clergé grec, à l'Église orthodoxe grecque, et avec un très grand nombre de prêtres, des dizaines de milliers, peut-être 15 ou 20 000 prêtres et membres du clergé métropolite d'Ukraine qui ont été décimés, assassinés, fusillés, déportés, etc. Donc là encore, une attaque moléculaire. Donc en fait, un vrai génocide contre l'élite ukrainienne, contre les intellectuels ukrainiens, mais pas que. C'est intéressant, si vous permettez, et donc c'est que réalisé par la Russie, mais on n'en parle pas en fait. Mais attendez, en phase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement eu c'est-à-dire qu'on commence par les soubassements intellectuels et religieux du pays, oui. Et puis ensuite en 1931, c'est la famine qui est organisée par la Russie. Une famine qui est organisée, planifiée et exécutée, et qui conduira à 5 millions de morts en Ukraine, chiffre qui est absolument vertigineux. Énorme. 5 millions de morts en Ukraine, et dont on sait, qui a été peu documenté, peu travaillé, peu investigué. Pourquoi en fait ? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, parce qu'il y a une indifférence totale dès que ça concerne pas, on a bien vu, dès que ça concerne pas Israël et les Juifs, c'est l'indifférence totale vis-à-vis des morts qui peuvent s'amonceler par millions. Donc 5 millions de morts en Ukraine liés à la famine, qui a été planifiée. Donc c'est dans les années 30. En 31-32. Et puis derrière, une injection de population étrangère, allogène en Ukraine, plus de 5 millions ou 6 millions de personnes, qui sont venues donc remplacer la baisse de la natalité programmée en Ukraine par une injection massive de population, de sorte qu'on ait un effacement de la population paysanne, là encore de ses mœurs, de ses coutumes, de sa langue, de son folklore. Donc, ce que Lemkin théorise dans Génos, le génocide, c'est les fondements anthropologiques d'un peuple, que sont sa culture, sa langue, etc., qui sont directement minés et atteints par une politique organisée, destinée donc à piller ses ressources, à asservir sa population à des fins économiques, c'est-à-dire en prenant les richesses, en transférant les populations en âge de travailler, en éclatant les populations, les familles, afin que les enfants, les femmes et les hommes ne soient plus dans le même lieu, en affaiblissant leur santé, parce qu'on les prive de nourriture, en affaiblissant leur capacité de résistance morale par l'effacement de l'élite, de la religion, etc. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à cette théorisation qu'il a faite du génocide comme tentative, c'est pas des massacres, c'est une tentative de venir éteindre
la vivacité et l'existence même d'un peuple. Et Alors, en entendant ça, on comprend mieux la situation politique actuelle dans cette région. je voudrais peut-être pas... oui, tout à fait. Oui, c'est ça que je veux C'est-à-dire dire. qu'effectivement, ce qui se passe en Ukraine actuellement, et autant ce qui se passait dans les années 30 était la continuation déjà de vieux rêves tsaristes, de russifier l'Ukraine par une détestation forcenée du fait que l'Ukraine n'avait ni la même langue, ni la même culture, ni les mêmes origines, et qui ne se revendiquait pas comme russe. Et donc, la volonté depuis le tsar de russifier complètement l'Ukraine par des pratiques génocidaires, on retrouve aujourd'hui chez Vladimir Poutine le même type d'engagement vis-à-vis de ses voisins, puisqu'on russifie les oblasts, on transfère les populations, on pille les richesses, etc. Donc c'est la poursuite d'un rêve dont il avait déjà été le témoin lui-même. Oui. Et puis ensuite, il a été le témoin privilégié de la montée du nazisme Bien sûr. et des politiques de génocide et ça lui a donné l'occasion là de théoriser plus précisément la chose. Alors, quelle était sa conception du génocide à Lemkin, Raphaël Lemkin? Je pense qu'on a déjà commencé à répondre à cette question, mais disons qu'avec la mise en place du nazisme, il a été beaucoup plus loin dans la description des techniques de génocide. L'examen du droit, l'examen de la police, la façon dont la police s'émancipe de toute loi, la façon dont les territoires sont annexés, l'économie, c'est-à-dire les transferts de richesses, les spoliations, les interdictions de travailler, la façon dont l'économie allemande, et pas seulement l'État allemand, la population allemande profite des transferts de richesses des pays qui sont annexés ou qui sont soumis, le rôle de la main-d'œuvre, évidemment les actions sur l'intelligentsia et la culture, les guerres contre les peuples au niveau culturel, biologique, c'est-à-dire la faim et l'appauvrissement physique comme arme organisée avec les quotas de distribution de nourriture des populations entières qui sont affamées, de sorte que même si l'Allemagne perdait la guerre, elle l'a gagné par l'affaiblissement durable de populations soumises 5 ans ou 6 ans ou 10 ans durant à des régimes alimentaires, à des régimes de santé, à des éclatements, à des humiliations, etc., qui, à la rigueur, se passaient de massacre. Le massacre venait en surnuméraire, venait à l'occasion, sauf, bien sûr, pour les Juifs, qui étaient, eux, voués à la destruction complète. Bien sûr. Donc, comme une sorte d'extrême, de pointe extrême de la politique génocidaire du nazisme. Et donc, il s'est battu à partir des États-Unis, où il avait réussi à émigrer dans des conditions d'ailleurs très difficiles, et aux États-Unis où il n'a jamais pu vraiment travailler comme professeur d'université, parce qu'il n'a jamais été un juriste complètement reconnu par l'université. Il a travaillé comme lanceur d'alerte, il a accompagné le juge Jackson à Nuremberg en essayant de faire passer l'incrimination de génocide dans les textes d'incrimination à Nuremberg, n'y parvenant pas. C'est le crime contre l'humanité qui a été retenu. Et puis, sa notion a connu un premier grand succès en 1948, l'année même de la Déclaration des droits de l'homme, par le vote d'une convention sur le génocide à l'ONU. Ah, est-ce que c'est comme ça que, en fait, cette notion a pénétré le droit international? C'est comme ça, en 1948, par le vote d'une résolution sur le génocide à l'ONU, qui pour la première fois reconnaissait ce terme, qui avait fait un lent cheminement entre 1945 et 1948, puis ensuite par l'adhésion, enfin la ratification de cette convention par un nombre de plus en plus important d'États, que ce terme s'est imposé sur la scène juridique internationale et qu'il a connu un destin qui, en fait, n'a plus rien à voir avec ce que Lemkin désignait à l'origine. Surtout en ce moment, en fait, le mot est dévoyé, malheureusement. Alors, le mot a connu une espèce de gloire marketing, qui en a rendu l'utilisation extrêmement facile, puisqu'il a quand même plusieurs défauts, il faut bien le dire. D'abord, sur le plan juridique, c'est une incrimination peu précise et très gazeuse. Il décrit tout un processus, des rayons d'action de l'action génocidaire, dont on ne sait pas finalement qu'est-ce qui cristallise l'incrimination et l'infraction. On a le sentiment, quand on regarde son travail juridique, que ce qu'il vise, c'est l'intention. Autrement dit, le plan de soumission ou d'attaque ou de réduction moléculaire ou biologique, comme il dit, d'une population par une autre. Mais en vérité, à quel moment se commet le génocide ? Est-ce qu'il se commet au moment du plan ? Est-ce qu'il se commet lors des premières actions ? Est-ce qu'il se commet lors des dernières actions ? Alors, il avait parfaitement conscience de ça,
puisqu'il en espérait une action préventive. C'est-à-dire, il pensait, dès lors que les premiers éléments du génocide pourraient se manifester, les États pourraient agir pour l'empêcher. Mais en réalité, la notion même de génocide sur le plan juridique est très imprécise et l'utilisation comme infraction est très difficile, à la différence d'un crime contre l'humanité qui nécessite des actes de massacre commis contre des populations civiles. Donc, il y a ce premier défaut, c'est-à-dire que ça se réfère à un plan. Et du même coup, ça a permis à tous les États de se servir, ou à des groupes de pression, ou à des groupes militants, de se servir de cette notion comme d'un procès d'intention permanent fait à autrui. Tu as l'intention de détruire telle population, tu as établi un plan pour le faire, et puis un glissement progressif qui va du plan jusqu'à l'existence même. C'est-à-dire que finalement, par exemple, la colonisation ou le sionisme devient un génocide ab initio. C'est-à-dire qu'il y a dans le projet sioniste la volonté de prendre pied sur une terre qui n'est pas à eux, en la rachetant, en la morcellant, etc. Et donc, il y a là un glissement du terme vers le sionisme devient un projet génocidaire en lui-même. Donc, on peut se demander si c'est pas le terme lui-même qui, par son flou, son caractère gazeux et son manque de précision juridique, permet ce type de glissement. Alors justement, moi, ça me rappelle en fait quelque chose, c'est que avant que Claude Lanzmann fasse son film Shoah et que le terme Shoah rentre officiellement dans la terminologie en fait de la destruction massive des Juifs d'Europe, dans les communautés juives de l'époque qui étaient concernées, on employait beaucoup en France le mot génocide. Beaucoup, Oui. parce qu'il n'y avait pas d'autres termes. Mais en fait, il y avait toujours une gêne parce que ce n'était pas forcément spécifique. Et c'est ça, je pense, qui fait peut-être la faiblesse de ce mot. Parce que quand on disait le génocide juif, moi j'ai entendu des choses assez aberrantes à l'époque, mais quel génocide? Celui qu'ils font ou celui qu'ils ont subi? Vous voyez, Nathanaël, il y avait une espèce d'ambiguïté comme ça. Vous avez raison, c'est un terme ambigu qui ne veut pas, qui finalement veut à la fois trop dire ou pas assez, et qui permet des accusations permanentes et fallacieuses. Maintenant, Lemkin ne l'a pas créé pour viser une destruction physique. Il n'a pas créé ce terme pour désigner des massacres. Il a créé ce terme pour viser tout à fait autre chose, qui était une sorte d'attaque sur les fondements culturels, moraux, intellectuels, économiques d'un pays. Donc c'est ça qu'il visait, c'est l'affaiblissement durable et la mort lente d'un pays voulu par l'autre. C'est pas les massacres, etc. Maintenant, c'est un terme effectivement qui n'est pas bon. Je trouve qu'il n'est pas bon et qui, par ailleurs, a fait sortir le diable de la bouteille. Je veux dire que c'est certain qu'il a complètement échappé à son inventeur, ce terme, et qu'il est devenu une espèce de monstre, d'hybride qui se balade dans la sphère médiatique. Maintenant, le terme Shoah est-il meilleur? Moi, je ne le trouve pas. Je pense que je suis un des rares. Disons qu'il a été adopté d'une façon un peu spontanée. C'est juste. Par des personnes qui, en fait, n'avaient pas de terme pour exprimer le malheur qu'ils avaient vécu. La petite restriction, moi, que je fais sur le terme Shoah, c'est qu'il ne paraît ne concerner que les Juifs. Alors que l'avantage du mot génocide, c'est que ça on voit bien, ça concerne les Arméniens, ça concerne des Ukrainiens, 5 millions de morts, ça concerne éventuellement les Juifs, ça peut concerner les Rwandais, ça peut concerner ce que vous venez de dire, ça peut concerner les Indiens d'Amérique. Autrement dit, c'est pas un terme qui paraît spécifier une souffrance d'un peuple en particulier. Oui. Et moi, ce que je reproche au terme Shoah, c'est qu'on a l'impression que les autres peuples ne sont pas concernés et qu'on a créé un terme spécifiquement pour les Juifs, ce qui a d'autres inconvénients. Donc, peut-être que Lemkin ou d'autres auraient pu réfléchir à un autre terme. Oui. Et par exemple, quand Lemkin dit que le mot que ce qui vise le génocide, c'est l'attaque des fondements et des soubassements d'une civilisation, il y a un terme en grec qui est arché et qui définit ce qui est premier, ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, et que peut-être que ce qu'il voulait viser, il a peut-être manqué là son coup, c'était une sorte d'archécide, c'est-à-dire la volonté de tuer ce qui est fondamental et essentiel dans la culture de celui qui n'est pas comme moi.
Bien sûr. Alors, il y a un terme qu'on n'a pas prononcé dans cette émission, Nathanaël Meister. C'est un terme qui a été repris beaucoup par les Américains et qui touche aux religieux, c'est le terme Holocauste, mais qui n'a jamais pris, si j'ose dire, dans les populations juives françaises. Mais c'est très américain, en fait, cette vision. Ce qui est gênant avec le terme Holocauste, c'est que c'est un terme qui décrit un sacrifice rituel. Exactement. Je ne suis pas certain qu'on ait affaire, dans les massacres organisés par les nazis, d'une dimension rituelle ou religieuse. Je pense que donc c'est un terme qui est abusif lui aussi. Bien sûr. En tous les cas, c'est un terme que les Américains ont repris. Alors, un livre à découvrir absolument, Raphaël Lemkin, Qu'est-ce qu'un génocide, aux éditions Les Belles Lettres, pour comprendre et connaître la vraie définition du mot génocide et non cette pseudo-définition dévoyée à laquelle nous sommes soumis en ce moment. Merci Nathanaël Meister et à très vite sur Radio J. Merci.